Bien le bonjour mes chers camarades, nous allons aujourd'hui évoquer à nouveau l'histoire de diverses spécialités françaises. Si vous n'avez pas vu mon précédent épisode, je vous invite fortement à faire pause et à aller voir. Je vous souhaite maintenant un très bon visionnage. Et nous allons aujourd'hui commencer par un dessert apprécié de tous, l'éclair. Qu'il soit au chocolat, à la vanille, au caramel, l'éclair saura ravir vos pailles. Son histoire commencerait selon mes sources en 1850, à Lyon. Nommé dans un premier temps petite duchesse, il fut ensuite nommé éclair du fait qu'il est rapide à manger. Mais selon d'autres sources, son histoire commencerait dès la création de la pâte à choux. Cette pâte a été inventée au XVIe siècle et compose alors le gros du dessert. Vers les années 1540, la pâte à choux aurait été exposée pour la première à cour de Bretagne en 1540, où Catherine de Médicis invite alors des cuisiniers renommés. Parmi eux, nous pouvons trouver un certain Poplini. Le cuisinier italien reprend alors la recette de la pâte à choux et en travaille de petits choux qu'il garnit de fruits, ce qui trouve tout de suite son succès à la cour. En XIXe siècle, un pâtissier nommé Antonin Carême se réapproprie la pâte à choux et en crée des desserts tels que la profiterole, le croquembouche et autres pièces montées. Il réinvente ensuite le pain à la duchesse, un dessert fait à base de pâte à choux, qu'il étire alors pour lui donner la forme d'un doigt. Il fourre ce gâteau avec diverses garnitures telles que la crème pâtissière, ou de la confiture de fruits, avant de le glacer avec un sucre fondant. C'est comme ça que serait né l'éclair que l'on connaît aujourd'hui. Le dessert que nous allons évoquer, je ne pense pas qu'il ait de détracteur, le millefeuille. Son histoire est plus simple. La première recette d'un gâteau similaire à un millefeuille remonte au Ie siècle, dans l'un des ouvrages du cuisinier français François-Pierre de Varenne. La recette évoque alors un montage similaire, mais qui à l'époque n'est pas aromatisé à la vanille mais au kirsch et au rhum. Ce dessert sera retravaillé par plusieurs professionnels de la cuisine avant de gagner d'un coup en popularité en 1867. Les Parisiens découvrent ce divin dessert dans la pâtisserie d'Adolphe Seugnot à la rue du Bac. Ici, le millefeuille était présenté comme une spécialité. En quelques semaines, le bruit se répand dans la capitale. Des files d'attente immenses se forment devant la boutique pour acheter cette combinaison de pâte feuilletée et de crème pâtissière qui fait un carton. Nous évoquons maintenant la galette bretonne. Alors désolé de vous décevoir, chers Bretons, mais ni la crêpe ni la galette ne sont bretonnes. Enfin si, ce sont bien eux qui l'ont démocratisée, mais ces deux spécialités ne sont aucunement originaires de Bretagne. Selon certains spécialistes comme Alain-Gilles Chaussat, on mange de la crêpe et de la galette depuis la protohistoire, période qui sépare la protohistoire et l'histoire. On en mangeait, selon lui, bien avant que l'on commence à consommer le pain. En tout cas, les Romains mangeaient déjà des crêpes pendant les Lupercales, fête de la fécondité qui avait lieu au début de février et qui saluait, à la fois, le retour du printemps et la promesse de la moisson future. Ces fêtes étaient très populaires jusqu'à ce que le pape Gelase, en 494, décide de remplacer cette fête par la Chandeleur. La galette était aussi consommée au quotidien pendant l'Antiquité. On trouve la première recette de crêpes écrite en France vers 1490 dans un livre de cuisine. On utilisait à la base de la farine de froment, des œufs, de l'eau, du sel et du vin. On cuisait les crêpes dans du saindoux et du beurre. Quant à la galette, elle se consomme depuis le XVIe siècle en Bretagne et dans d'autres régions de France. C'est effectivement la période où la galette fait son apparition en Bretagne, avec le début de la culture de sarrasin. La crêpe est ensuite citée dans des récits dès le milieu du XIXe siècle. C'était alors le principal aliment des paysans riches et pauvres, surtout dans cette région, ce qui fait que les crêpes et les galettes sont la spécialité de la région. Jusqu'au XIXe siècle environ, la galette remplaçait le pain, mais elle n'était pas garnie, c'était loin d'être un plat à lui tout seul. On l'accompagnait d'une soupe, d'une potée ou autre plat simple. Mais on pouvait mettre un œuf dessus, surtout quand l'on recevait un invité. La galette saucisse,
elle, apparaît dès le début du XXe siècle. Vous connaissez maintenant l'histoire de la galette et de la crêpe. Et enfin, pour terminer cette vidéo, il est temps de vous parler de la tarte flambée. L'origine remonterait à l'habitude des paysans du Moyen Âge. Ils faisaient alors cuire leur pain dans des fours à pain, comme tout le monde, mais eux le faisaient toutes les 2 ou 3 semaines. Il y avait alors la tradition de faire cuire les restes de pâte qui restaient après la confection des miches. On y rajoutait alors de la garniture telle que le lait caillé, qui sera plus tard remplacé par du fromage blanc, de l'oignon et des lardons. On prenait ensuite la tarte flambée, on la déposait sur une planche à découper, et on la coupait en rectangles. On roulait ensuite sa part et on la mangeait brûlante avec les doigts. La cuisson traditionnelle du pain dans un four à bois en pierre se prêtait à la cuisson de ces flammes écuèches, immédiatement après le chauffage du four au feu de bois. Celui-ci était trop chaud pour y faire cuire le pain, il fallait attendre qu'il atteigne la température correcte. La température était à ce moment idéale pour faire cuire les tartes flambées. On repoussait les braises, on glissait la fine tarte, et en 2 à 3 minutes, elle était prête lorsque ses bords léchés par les flammes commençaient à noircir. La tarte flambée a ensuite commencé à être vendue dans les restaurants de Strasbourg à partir des années 1960. Il s'agissait d'un plat qui venait remplacer les pizzas. C'était dans un premier temps des plats simples, faits à la maison, avec pas beaucoup d'ingrédients. Avec le tourisme, la tarte flambée se répand dans toute l'Alsace, et même dans le Haut-Rhin où l'on se permet de rajouter du Münster. La vidéo est maintenant terminée, dites-moi en commentaire un pays avec des spécialités à décortiquer, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine.